Les déportés 33 ans après, les souvenirs ou l'oubli. Londres, marche contre les racistes. Italie, 2000 radios, 66 télévisions, le monopole éclaté. Pour qui? Pourquoi faire? Une enquête d'Édouard Laure à la fin de cette édition. Bonsoir, et avant de développer tous ces titres, je vous propose de jeter un petit coup d'œil vers le ciel, vers la météo pour demain lundi, pour la fin donc de ce long week-end de 3 jours, et c'est pas très brillant. Demain matin, sur la plupart des régions, nuages et pluie un peu partout, sauf sur le nord-est du pays et la Bretagne, où il y aura de belles éclaircies. En revanche, dans l'après-midi, la séparation sera plus nette. Le mauvais temps va se localiser sur la moitié sud-est de la France, quelques giboulées encore sur le nord-ouest, mais tout de même de belles éclaircies. Revenons maintenant au grand titre de ce journal, avec un événement qui, bien loin évidemment de la couleur du temps et de ces jours de détente, il s'agit de la journée nationale de la déportation. Aviez-vous vu les affiches par exemple? Alors, plusieurs cérémonies commémoratives ont eu lieu aujourd'hui. À Paris, devant le mémorial des Martyrs, à l'Arc de Triomphe et au Mont Valérien. Des dépôts de gerbes en présence de M. Plantier, secrétaire d'État aux anciens combattants, et de nombreux résistants et déportés. Des déportés qui se souviennent. Madame Renée Braun, par exemple, elle était résistante et en août 1944, elle a été arrêtée. Les garçons de son groupe ont été fusillés. Les Allemands l'ont emmenée vers l'Allemagne. Elle a 23 ans lorsqu'elle arrive à Ravensbrück. Quand les portes de Ravensbrück se sont ouvertes pour nous faire pénétrer dans le camp, alors là, ça a été l'horreur. L'horreur, parce que je me souviens très bien, par exemple, d'un groupe de prisonnières qui avaient le typhus, qui nous regardaient sans nous voir avec des yeux immenses, il n'y avait plus que les yeux dans le visage. C'était vraiment affreux. Et là encore, je ne pense pas avoir échangé avec des camarades des propos dans lesquels la crainte de devenir comme ça se manifestait, pas tout de suite. Ça a été l'horreur de la découverte, c'était affreux. Tous les jours des femmes et des très jeunes femmes, et même des enfants qui mouraient, puisqu'à l'époque, il y avait des enfants de Zigane d'ailleurs. Aujourd'hui, nombreux, qui ont été exterminés. Aujourd'hui, la nuit, est-ce que des fois ces souvenirs reviennent à vous? Oui, mais sous des... Pas toujours le camp de concentration, l'arrestation aussi. Ça m'est arrivé dernièrement. Au cours de la préparation de cette manifestation de Cologne, bien sûr, on a été amené à en reparler un peu plus que d'habitude. Et dans la nuit, je me suis réveillée en criant. J'étais en train de courir dans une rue qui était bordée de chaque côté d'un mur. On me courait après et vraiment, je ne pouvais ni tourner à gauche ni à droite. C'était affreux. On allait me prendre. C'était épouvantable. Et même le camp, ça m'arrive aussi encore. Alors, ce que vous voyez... Oui. Pardon? Parce que cela fait naître une hypersensibilité devant la souffrance, devant pas une lâcheté, mais une hypersensibilité, c'est-à-dire que c'est très difficilement supportable par nous de savoir que dans des pays, des enfants meurent ou bien que l'on torture. Ça, c'est affreux. C'est même impensable pour nous que ça puisse encore exister aujourd'hui. Ça nous peine beaucoup parce qu'on est là, impuissant encore, on est impuissant. Aux quatre coins du monde, on torture des femmes, des enfants, des hommes, on les extermine. Donc ça a changé votre vie? Ah oui, énormément. Ah oui. Vous voyez les choses autrement? Très certainement que peut-être je ne me pencherais peut-être pas autant sur les problèmes dont je viens de parler, peut-être, si je n'avais pas vécu ça. C'est possible. Est-ce que votre vie de tous les jours s'en trouve changée? Oui, les déportés sont souvent des gens angoissés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai. Très très souvent. C'est vraiment une séquelle d'ailleurs, l'angoisse, vous savez. Est-ce que vous avez de la haine encore? Pas du tout. Pas du tout, non. Pensez-vous que des histoires comme la vôtre, lorsqu'elles sont racontées aux jeunes, elles puissent servir d'exemple encore? Et d'exemple et d'avertissement. Et d'avertissement, bien sûr. Et surtout d'avertissement. Oui. Et je pense, j'affirme même, là je peux me permettre de dire au nom de tous les déportés, que si on se taisait aujourd'hui, on ne mériterait pas d'être revenu. Pas de haine.
Est-ce possible lorsqu'on a vécu ce qui paraissait impensable? Est-ce possible surtout lorsque les années passant, des jeunes générations ne connaissent de cette horreur que des récits ou des films qui gâchent la quiétude du quotidien? Avez-vous remarqué que ces gens qui en sont revenus ont tendance souvent à se refermer en eux-mêmes, comme s'ils ne voulaient plus parler de peur de ne rencontrer, d'apercevoir sur les autres visages, sinon l'indifférence, du moins la lassitude? Le devoir de témoigner, disait-elle, cette rescapée, c'est vrai. Puisqu'au milieu même de ce week-end tranquille, le jour où l'on voudrait ne pouvoir ne penser à rien, se descendre, un germe se réveille et se multiplie de ci de là dans le monde. Les crocodiles d'Ouganda, les stades du Chili, les goulags de l'Est, et aussi par exemple à Scotty, près de Chicago. Là-bas, près de ceux de Buchenwald, en plus de leurs souvenirs, vont maintenant voir défiler devant eux de nouveaux jeunes nazis avec la vieille croix gammée. Le téléphone a sonné, c'était une bande enregistrée, et la voix disait « Ce que Hitler n'a pas terminé pendant la guerre, nous allons le faire avec les Juifs d'Amérique. » Cela s'est passé hier soir, lundi 17 avril 1978, aux États-Unis. Et dans un autre quartier de Chicago, une conférence de presse. Avez-vous regardé Holocauste sur NBC? Oui, je l'ai vu. C'est l'histoire de deux familles, histoire de terreur, de meurtre, d'amour. C'est seulement une histoire, mais une histoire qui s'est vraiment passée. Et pendant 4 soirées et 9 heures d'émission, la chaîne NBC a fait découvrir aux Américains l'histoire des camps de concentration et d'extermination. 120 millions de téléspectateurs ont regardé Holocauste. Mais dans un faubourg de Chicago, à Skokie, le passé et le présent, aujourd'hui, se sont trouvés rassemblés. Nous ne vivons pas ici parce que c'est Skokie. Nous avons perdu nos familles et ici, nous avons retrouvé une autre famille. C'est sans doute pourquoi il y a autant de survivants des camps ici à Skokie qui veulent vivre ensemble. Et en arrivant aux États-Unis, en y élevant nos enfants, nous pensions que des choses comme ça ne se reproduiraient plus. Or ici, à Chicago, il y a un parti nazi qui veut organiser une marche dans notre village. Et pour moi, revoir la croix gammée, c'est l'horreur. Skokie, 70 000 habitants, est un village, disent ses habitants, le plus grand village de survivants des camps. Ils sont 7 000, rescapés d'Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka. Mais à 10 km de leur maison, dans un quartier pauvre de Chicago, voici ce que l'on peut voir. C'est vrai qu'on fait de la publicité aux nazis, mais aujourd'hui, la publicité est pour nous, alors que pendant des années, les gens nous interrogeaient sur les camps, sur l'Holocauste, sur la croix gammée. Vous savez, il y avait beaucoup de sondages ici où on ne se souvient pas le nom nazi. On a demandé qu'est-ce que c'est l'Holocauste, on dit je ne sais pas. Le parti nazi pourtant existe et a pignon sur rue à Chicago avec son chef, Frank Colling, et 1 millier de sympathisants pour la ville, 100 000 sur l'ensemble des États-Unis. Donnant ici une conférence de presse le 19 avril pour l'anniversaire de la naissance de Hitler. Ses objectifs, préserver la race blanche et combattre les Noirs et les Juifs, affirmant par exemple que la France a connu sa période la plus florissante entre 1940 et 1944. Nous voulons marcher dans Skokie parce que c'est notre droit. Nous voulons faire ce qui est permis à toutes les minorités de ce pays, ce qui est permis aux Noirs, aux homosexuels. When every other group in the country is black militants, communists, homosexuals, you name it, they've got the right to speak. No one but us. Peut-on, malgré le premier amendement de la Constitution qui permet à chacun des citoyens des États-Unis d'exprimer ses opinions, peut-on autoriser toutes les initiatives et les actions du parti nazi?
il est peut-être regrettable que dans cet effort, les nazis ont réussi d'avoir davantage de publicité. Mais c'est la vie dans une démocratie et nous devons l'accepter. Les nazis de Skokie veulent donc, dans un geste de provocation, défiler dans Skokie. Alors que non seulement Skokie, mais les États-Unis viennent de recevoir comme un choc les images et l'histoire des camps de la mort. Et chacun de se poser la question, au nom de la liberté, de ce fameux premier amendement, peut-on tout autoriser? Et pour les habitants de Skokie, c'est le retour de la psychose, avec cette phrase terrible, « Nous résisterons ». Résister, le mot semble anachronique, sorti du temps, alors que des réunions ont lieu dans tout le pays pour y parler de l'atrocité des camps. Le film Holocauste a surpris les États-Unis. Et l'histoire de Skokie pose une question à laquelle la Cour suprême devra répondre. Une nation qui garantit les libertés peut-elle autoriser les Américains portant uniforme nazi à défiler sous les fenêtres des rescapés d'Auschwitz? Dans l'actualité encore, il y a ces quelques télégrammes. Des députés socialistes vont rencontrer le président de la République le 11 mai prochain. Gaston Defferre conduira la délégation. Valéry Giscard d'Estaing les a en effet invités pour parler des problèmes de désarmement et de sécurité. Quelques jours plus tard, vous le savez, le chef de l'État ira aux Nations Unies présenter un plan français de désarmement. Afghanistan, le coup d'État militaire qui a renversé le prince Daoud aurait fait plusieurs centaines de victimes exécutées par les nouveaux maîtres du pays. La République démocratique d'Afghanistan, c'est le nouveau nom du pays, a donc maintenant un nouveau chef de l'État, il s'appelle M. Taraki. À l'heure du troisième retrait israélien du Sud-Liban, M. Begin, le Premier ministre israélien, vient d'arriver aux États-Unis où il doit participer aux cérémonies du 30e anniversaire de l'État d'Israël. Une rencontre Carter-Begin est prévue pour demain lundi. Notez en passant que les États-Unis viennent de passer à l'heure d'été. Ils sont à GMT-4 maintenant à New York, c'est-à-dire qu'en clair, il y a 6 heures de différence avec la France. L'enlèvement d'Aldo Moro, il se confirme que le président de la démocratie chrétienne a bien envoyé récemment près d'une dizaine de lettres à ses amis politiques, à sa famille, mais également au numéro 1 du Parti socialiste italien. Il s'étonne, ce numéro 1 du Parti socialiste italien, du contenu de cette lettre presque irréelle. Monsieur Moro parle comme si tout était déjà fini pour lui, comme s'il avait déjà rejoint le paradis. À l'étranger encore, en images cette fois, d'autres informations, et en premier, les explosions qui ont eu lieu en Italie la nuit dernière. Italie, 6 attentats contre les établissements Alfa Romeo. À Padoue, un magasin d'exposition de véhicules et les locaux de la société incendiés par des inconnus. À Rome, 4 magasins Alfa Romeo plastiqués. Dans les deux villes, les attentats ont été revendiqués par des équipes ouvrières armées. Apparemment, rien à voir avec l'affaire Moro, l'organisation justifie ces attentats pour protester contre les heures supplémentaires et un récent accord entre syndicats et direction. Madrid, fusion des deux partis socialistes espagnols. François Mitterrand pour le Parti socialiste français, Mario Soares, Premier ministre portugais, et Bettino Craxi du PS italien, parmi les personnalités présentes aujourd'hui à Madrid. Le Parti socialiste populaire, le PSP du professeur Enrique Tiernier Galban, s'est officiellement intégré au Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE de Felipe González. Le parti né de l'intégration conservera l'appellation PSOE. Londres, manifestation contre l'extrême droite. 50 000 Britanniques, des jeunes pour la plupart, se sont réunis aujourd'hui à Trafalgar Square pour une marche de protestation contre le Front National. La marche s'est déroulée dans le calme, au rythme de plusieurs orchestres juchés sur des camions. Le cortège, long de plusieurs kilomètres, a traversé le centre de Londres, encadré par la présence d'effectifs de police réduits. Paris enfin, manifestation pour le 3e anniversaire de la chute de Saïgon. 2 à 3 000 Vietnamiens venus de toute la France, mais aussi d'Europe, ont manifesté pour réclamer le respect des droits de l'homme au Vietnam. Les manifestants, pour la plupart des réfugiés politiques, souhaitent que les pays du monde entier prennent en considération leurs doléances, notamment la libération des prisonniers politiques et religieux. Bien.
C'est donc l'heure maintenant de notre dossier radio et télévision en Italie. En 2 mots, on peut dire que l'Italie, c'est l'Amérique aujourd'hui. Chez notre voisin, en effet, on retrouve 66 chaînes de télévision et près de 2000 stations de radio. Il y a eu peu de temps encore, vous le savez, l'Italie c'était comme en France, c'est-à-dire qu'il y avait le monopole. Et puis, peu à peu, décision des députés d'abord, des juges ensuite, le monopole a éclaté. Alors c'est une question intéressante et particulièrement importante pour nous. C'est pourquoi Édouard Laure est allé faire une enquête en Italie, en se posant d'abord 2 questions. La fin du monopole, oui, mais pour qui et pourquoi faire? Olga Poliakov, le reportage d'Édouard Laure maintenant. Naples, sur le canal 21, un dimanche après-midi en direct. Statistique officielle, celle des publicitaires. À Naples, en 1 an, la RAI a perdu 30% de ses téléspectateurs au profit de la station locale privée Canal 21. Juillet 1976, sur plainte déposée par un particulier, la Cour constitutionnelle décrète que le monopole des ondes n'appartient plus à la puissante radio-télévision d'État, la RAI. Rien pourtant n'ébranle cette énorme machine. Le pouvoir politique se partage les 2 chaînes de télévision, depuis le conseil d'administration jusqu'aux équipes de reportage. La 2e chaîne est à gauche, mélange de socialistes et communistes. Son journal est à 19h45. Elle interprète à sa façon les événements qui ont secoué l'Italie pendant les 6 mois de crise. Véritable institution qu'elle mérite d'être parfaitement claire pour les téléspectateurs italiens, la première chaîne, elle, diffuse son grand journal à 20h, mais cette fois, l'interprétation du même événement est démocrate chrétienne. Devenue légale depuis 1976, les premières attaques contre le monopole de la RAI remontent en fait à 5 ans. Et ce sont les radioamateurs qui ont déclenché la guerre. La plus connue sans doute aujourd'hui, Radio Città Futura, un grenier au sommet d'un immeuble, une antenne sur le toit et un poste émetteur. Radio Città Futura, dans la pagaille et l'anarchie, émet pratiquement 24 heures sur 24. Chacun peut entrer ici, y exprimer une opinion, de préférence d'extrême gauche, ou entamer un débat qui peut durer toute la nuit. On en compte près de 2000 en Italie, 120 à Rome, le plus souvent des radios de quartier. Et celles qui étaient à l'origine des radios pirates, avec à leur tête Renzo Rossellini, sont devenues aujourd'hui des radios libres. Il y a des gens qui nous écoutent pour la liberté d'expression qu'il y a dans cette radio. En Italie, le langage officiel de la radio et de la télévision est très stéréotypé, très conventionnel. Et là, c'est un langage libre, c'est le langage de tous les jours, c'est le langage des gens, du bon sens, ou le langage avec lequel les masses, les gens s'expriment. Donc ça, c'était déjà un choc. Moi, je pense que la première fois que quelqu'un a ouvert une radio et en cherchant une station a écouté une radio libre, il a eu sûrement un choc, non, puisque c'était un moyen d'expression complètement différent. Comment peut-on expliquer cette prolifération des radios? Ces radios ont été inventées à une certaine époque de mass media en Italie, justement pour couvrir un espace. Je m'explique. Ils veulent couvrir l'espace des structures sociologiques qui sont entre les 2 grands systèmes d'échange en Italie, qui sont la famille d'une part et l'État de l'autre. L'État qui est inaccessible et avec lequel on ne peut pas dialoguer, et la famille au contraire avec laquelle on échange des problèmes qui sont des problèmes qui restent limités à la dimension familiale. Quant à la télévision, nous sommes toujours plein d'admiration devant les Américains qui ont à leur disposition 9 ou 10 chaînes de télévision. Eh bien, ici à Rome, les Italiens ont fait beaucoup mieux. D'abord, ils reçoivent Antenne 2, et puis les 2 chaînes de la RAI, et une 60aine de chaînes privées. Il y a ceux enfin qui n'ont pas encore la possibilité technique d'émettre des programmes complets et qui diffusent tout simplement une mire, 24 heures sur 24, pour éviter que d'autres n'occupent le même canal. Et les télévisions, vous l'expliquez de la même façon? La télévision, il faut tenir compte. Le succès de la télévision en Italie est dû au fait de l'engouement des Italiens pour l'image. Vous savez très bien que la civilisation italienne, à l'égard d'autres civilisations plus nordiques, est une civilisation qui tient compte de la parole.
évidemment, mais tient compte surtout de l'image. Et quand je dis image, je dis tenir compte du geste, tenir compte de l'expression, etc. Il suffit de réfléchir un peu au film italien pour signifier ce que ça veut dire image. L'image, c'est pas seulement l'image fixe, mais c'est le geste, le comportement, c'est l'expression, etc. Et alors, les Italiens sont très sensibles aux arguments transmis par ce véhicule, et donc le succès de télévision est en partie axé aussi à cet engouement. Un hôtel particulier dans le quartier le plus riche de Rome est l'une des 66 chaînes de télévision Teleroma 56. La villa appartient à un architecte, on y a posé l'émetteur sur le toit et installé un studio dans la cave. Pronto? Ma no, non c'è niente. Ah, sapete che per noi siamo rovinati, una cosa di sto genere significa che non possiamo... 1, 2, 3? Ici, pas de publicité, pas de film. Téléroma 56 n'émet qu'en direct avec un téléphone. L'animateur, un psychiatre, professeur à l'université de Rome. Le principe de l'émission est simple, on lance un thème de discussion et chacun peut appeler le studio pour exprimer à l'antenne ce qu'il ressent. Pas de politique. Téléroma 56 se dit volontiers une télévision d'intellectuels de gauche, se défend d'être une télévision de classe, se veut une télévision d'élite, pourvu qu'avec l'élite, on inclut aussi la classe ouvrière. Ma guardi che la signora non ha solamente detto del rispetto verso il bambino e del rispetto verso la madre. Dans la banlieue de Rome, à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale, une autre des 66 chaînes, Uomo TV, la télévision de l'homme. Créée en octobre 77 avec une quinzaine de personnes, Uomo TV émet 3 ou 4 heures par jour, sans aucune publicité. Le tout supervisé par un ancien directeur de la RAI et financé par quelques grosses fortunes italiennes, comme d'autres s'achèteraient un jouet. Bon, nous avons des actionnaires qui ne sont pas des rois soleil, mais qui misent, ils donnent l'argent pour survivre. Il faut être très riche pour investir dans quelque chose qui ne rapporte pas du tout. Je crois, alors, j'espère que quelqu'un soit riche. Dernier gadget en date sur Uomo TV, la speakerine. Ciao a tutti, sempre la Uomo TV canale 55. Il film che ci vediamo questa sera è Il film che ci vediamo questa sera è la morte dell'occhio di cristallo. Poi ci sarà la lampada di Arturo che conclude il nostro programma alla Uomo TV. Buonasera a tutti. Dites-moi, Jeanne, c'est votre vrai prénom? Oui. Je vois dans une revue de télévision que vous êtes la spécialiste française de l'anti-présentation. Ça veut dire quoi, l'anti-présentation? L'anti-présentation, ça veut dire que j'ai rien du tout d'une présentatrice. C'est-à-dire que je me gourde toujours, enfin, je me trompe toujours dans les programmes, je me trompe toujours dans le titre du film. Enfin, j'ai rien du tout d'une présentatrice. Et puis après, je fais toujours mes grimaces et tout ça, alors qu'une présentatrice, normalement, elle doit être très sérieuse. Vous travaillez ici parce que vous êtes française ou... Non, non, pas du tout. Absolument pas. Enfin, la plus grosse des stations de télévision privées, GBR, installée purement et simplement dans les sous-sols d'un grand hôtel sur les hauteurs de Rome. Giovanni Del Piano, PDG d'une chaîne de grands magasins, s'est offert pour 2 milliards de lire, ce dont il rêvait depuis toujours. Mais en bon commerçant, il s'agit cette fois de rentabiliser l'affaire, alors à GBR, tout est fait pour et par le téléspectateur. Une fois par semaine, les studios sont transformés en un marché aux puces. L'émission commence à 19 h, les enchères se font par téléphone. GBR émet ainsi 24 heures sur 24, mais son grand succès vient sans doute des programmes de nuit. 3 films, le plus souvent pornographiques, à 2 h, 4 h et 6 h du matin. Pendant la nuit, oui. Nous faisons des films prohibiti, non pornographiques. Interdits, oui. Non pornographiques. Mais c'est pas la culture, ça. No, ma di notte la gente dorme. Les gens dorment la nuit. O fa l'amore. Di notte si fa l'amore, di giorno si fa la cultura. Alors la nuit on fait l'amour et dans la journée on fait la culture. Già. O lei fa la cultura di notte. Est-ce que c'est votre définition de la télévision? La télévision è spettacolo. C'est un spectacle. Oui. Et la pornographie? Voilà. Là, il s'agit aussi d'un fait sociologique intéressant. L'Italie, comme tous les pays catholiques, vous voyez ce qui s'est passé en Espagne maintenant après
actuellement après la fin de la dictature de Franco. Il y a une sorte de contre-réaction qui se fait contre des tabous qui avaient pendant de longues années imposé peut-être une pruderie excessive. Il y a des excès certainement dans l'emploi de ce type de film. Il y a un espace qui est occupé en partie par le cinéma pornographique aussi dans les salles de cinéma, soit en Italie qu'en Espagne. Évidemment, la télévision ressent un peu de cette sorte de mauvaise tendance. Je considère tout ça comme pernicieux à un certain point de vue si ça devait continuer ou se manifester avec excès. D'autre part, un fait assez positif parce qu'il s'agit de se libérer de beaucoup de tabous qui étaient totalement inutiles. Tous les soirs à minuit, à Naples comme à Rome, les émissions de télévision sont réservées aux adultes. Films interdits, jeux striptease ou tout simplement, cela arrive, émissions carrément pornographiques. Pour des téléspectateurs italiens étonnés au début, presque habitués aujourd'hui. Le gouvernement italien étudie un projet qui devrait permettre non pas d'interdire, mais de limiter cette hémorragie sur les ondes. Hémorragie qui aura au moins un mérite, si les critères de qualité ne sont que rarement respectés. Celui d'apporter aux Italiens de nouveaux modes de communication et un choix que beaucoup d'autres pays pourraient bien leur envier. Voilà, pour être complet, il me faut encore vous donner les résultats du tiercé. Jean-Michel, vous pouvez le mettre sur les écrans. Voilà, c'est 2, 3 et 7. Malheureusement, comme le disait Robert Shepat tout à l'heure, je n'ai pas encore les rapports de ce tiercé. Je pense qu'Hervé Claude, qui vous présentera la dernière édition du journal vers 22h50, qui travaille déjà d'ailleurs, aura les rapports de ce tiercé. Voilà, je vous retrouverai demain soir avec plaisir pour vous présenter l'édition de 20h du journal. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à préparer celui-ci, une très belle soirée sur Antenne 2.